Salut Christophe, salut Dali. Alors nous sommes là pour nous entretenir un peu au sujet du stage que vous prévoyez donc de donner au mois d'avril 2026, plus précisément du 20 au 23 avril prochain. Au hameau de l'Étoile, voilà au hameau de l'Étoile. Alors, vous êtes quand même dans vos approches très différentes, donc pour le coup vous formez un duo un peu improbable et incroyable. Et j'aimerais qu'on commence par ça, si vous voulez bien. Voilà. Alors ma première question sera pour Dali. Donc Dali, on va être cash. Toi, tu viens du monde du soin intensif, où tu as passé 30 années donc, en tant que soignante. Et est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le déclic, comment on passe de la réparation des corps à l'exploration de l'âme? Eh bien, plutôt que de déclic, moi je parlerais plutôt de confirmation dans un premier temps, puis de continuité. Alors, confirmation parce que moi j'ai accès à de l'information depuis que je suis toute petite, et ça me semble absolument normal. Tous les enfants utilisent cette fonction intuition pour découvrir le monde, et tout simplement j'ai continué. Continuité dans le sens où en réanimation justement, l'essentiel, le but c'est le soin. Et donc moi la dimension du soin a toujours été importante pour moi. Et je pensais que justement la médecine guérissait. Et bon, elle fait une partie de son travail, mais il y a une dimension qui manque fondamentale dans la réanimation, c'est la dimension de l'âme. Et ça, on s'en aperçoit très vite, voilà. Et du coup, cette dimension m'a toujours manqué. Et justement, la médecine de l'âme, c'est par définition même le chaman. Donc du coup, je dirais naturellement, j'en suis venue, et c'est pour ça que je parlais de continuité, à passer de la médecine traditionnelle à un symptôme égal un médicament, égal une guérison, à quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà. Donc vous me dites un peu que la réanimation vous a appris à comprendre un peu ce qui ne se dit pas avec les mots, finalement. Alors oui, tout à fait, parce que justement, dans la particularité de la réanimation, en tout cas là où j'ai travaillé pendant longtemps, c'est que les patients étaient plongés dans un coma très profond, volontairement. Donc la communication traditionnelle, on va dire, ne passait pas par les mots. Et justement, en manipulant les corps, en soignant les corps, et donc en entrant en relation avec ces corps qui ont une âme, bien sûr, on s'aperçoit qu'on capte tout un tas d'informations qui ne sont pas des mots, mais qui sont très subtiles et qui peuvent revêtir n'importe quelle forme, une énergie particulière, un mouvement, n'importe quoi. Et du coup, on s'aperçoit que justement, notre corps ne cesse, et notre âme donc, ne cesse jamais de communiquer. Et à force, justement, durant ces 30 années, j'ai pu perfectionner cette façon particulière de capter l'information, qui, je le répète, c'est important, elle peut revêtir n'importe quelle forme. Elle peut utiliser le visuel, les odeurs, les gestes, n'importe quoi. Et alors, je voulais juste restituer, puisque je disais que vous formiez tous les deux un duo incroyable à l'occasion donc de ce stage-là au mois d'avril, et un duo incroyable parce que le chaman et l'analyste. Voilà. Et maintenant ma seconde question est pour le guide de l'astral, Christophe, donc le chaman. Christophe, on dit souvent que le chamanisme peut être perché. Et donc en quoi l'approche de Dalila, qui est une approche assez jungienne et structurée, permettrait à
à vos stagiaires donc de ne pas, pas juste planer, mais de réellement atterrir. Alors c'est vrai que lorsqu'on fait des voyages chamaniques, on va avoir accès à beaucoup d'informations, et ces informations, ça ressemble un peu à ce qu'on peut capter quand on fait des rêves par exemple, ou des méditations. Donc il y a des informations qui peuvent nous ébranler, qui peuvent susciter beaucoup de questions, etc. Tous, ça nous arrive de nous réveiller d'un rêve et puis de nous poser plein de questions, de peut-être même d'être effrayés sur des éléments. Et le fait que Dalila puisse contempler les récits des voyages, chaque personne va pouvoir raconter son voyage, dire moi j'étais là, je me suis approché de tel animal, il y avait un trou, l'arbre m'a regardé, etc. Le fait de pouvoir raconter tout ça, et que Dalila va pouvoir contempler les symboles, contempler ce langage métaphorique, synchronistique, et bien tout de suite on va recevoir un sens qui apaise, un sens qui permet de comprendre dans quelle direction les choses vont, un sens qui permet de confirmer aussi, parce que la personne a plein d'informations, elle peut en parler d'une certaine façon, mais le fait de contempler et de donner des significations, tout de suite on dirait oui mais j'ai senti ça aussi, mais j'ai bien vu, etc. Donc voilà, donc ça permet. Mais après dire que le chamanisme s'est perché, c'est vrai que quand on entend certains récits, on peut se poser des questions, mais le récit, c'est le récit d'une personne. Et le voyage est toujours très adapté à la personne. Donc ce qui peut sembler complètement fou pour l'un ne l'est absolument pas pour l'autre. Et chacun va vivre une expérience qui lui est propre et qui est adaptée à ce qu'il est. Donc c'est difficile. Peu de gens vont dire moi ce que j'ai vécu c'était bizarre. C'est vraiment adapté à chaque personne. Donc c'est un peu ça votre force finalement, le voyage sauvage associé à l'analyse rigoureuse. Alors, je reprends le terme voyage sauvage, c'est peut-être un peu beaucoup, parce que toi-même, tu connais déjà toi bien les sorties astrales et les voyages chamaniques, donc voilà, donc effectivement ça peut aller loin, mais ça reste toujours très adapté à la personne. Mais le fait que Dalila puisse contempler les récits, ça donne énormément de puissance à l'expérience vécue. Oui, Dali. Alors moi, ce que je voudrais dire justement dans le sens de notre alliance, c'est qu'il y a un élément qui est absolument fondamental, c'est la sécurité et la confiance. Sans cette sécurité et cette confiance, le processus ne pourrait pas se dérouler. Donc, quand on a confiance dans la personne du chaman, c'est absolument, j'allais dire, c'est la condition sine qua non pour que justement cette énergie de résolution puisse se déployer. Et non seulement ça, mais nous avons besoin de nous sentir en parfaite sécurité pour pouvoir justement avancer tranquillement dans tous les événements qui nous interrogent lors de nos voyages astraux. Oui, sécurité et confiance, justement, qui vont faire l'objet donc de la prochaine question à Christophe. Christophe, dans le voyage chamanique, souvent on a peur, certains peuvent avoir peur donc de mauvais trips ou de mauvaises rencontres. Et toi, tu as une expression géniale pour ça. Tu dis qu'on part en voyage avec notre tribu lumineuse. Tout à fait. Donc pour les profanes, qu'est-ce que c'est que cette tribu lumineuse? Alors, ce qui est vraiment puissant dans les voyages chamaniques, c'est que le voyage chamanique, c'est une sortie astrale, mais qui se fait en mode guidé par justement cette grande tribu lumineuse. On n'est pas en mode touriste, où on vient juste voir ce qui se passe dans l'astral, etc. Et beaucoup peuvent faire cette expérience facilement. Là, on va partir avec le monde chamanique. Et cette grande tribu lumineuse, ce sont tous les êtres de lumière que tu connais déjà, que tu vas redécouvrir. Donc ça dépend bien sûr de notre culture, notre vocabulaire, mais on va retrouver dedans des grands ancêtres lumineux, on va retrouver des animaux de pouvoir, on va retrouver des guides, des anges, des archanges, des structures de lumière, voilà. Ça dépend bien sûr de notre culture, de notre vocabulaire, mais c'est toujours des êtres lumineux, des structures lumineuses. Et c'est à eux qu'on va présenter une intention, et eux ensuite ils vont nous guider dans l'astral. Et donc où qu'on aille, quand on part avec le monde chamanique, on est en grande sécurité, parce qu'on est guidé par justement cette grande tribu lumineuse. Donc tout se passe
En plus, c'est adapté à la personne, c'est adapté à chacun. Donc, ceux qui sont prêts à aller visiter le monde du bas, ben, on pourra les envoyer dans le monde du bas. Ceux qui sont pas prêts à encore rencontrer tel animal de pouvoir, ben, ce sera temporisé. Donc, ça assure une immense sécurité. Et dès qu'on l'a expérimenté une fois, cette sécurité, ben, on la perçoit tellement fort que ça ouvre des portes incroyables parce qu'on sait qu'on peut aller en grande sécurité partout où le monde chamanique nous enverra. Donc si on est guidé pendant le voyage chamanique par la tribu lumineuse, ça voudrait dire que donc on ne peut aller que là où on doit être. C'est ça, où on doit aller, pardon. Pendant le voyage, c'est ça. On n'a pas à s'inquiéter, au fait, on est en sécurité, quoi qu'il arrive. On est en sécurité, on nous propose des endroits. Après, dans le voyage, ben, on peut décider d'y aller ou pas. Hein. Donc, si tu sens que voilà, on t'invite à descendre vers cette rivière ou qu'il faut passer dans ce trou, tu le sens, mais t'es pas obligé d'y aller. Tu peux très bien dire, ben non, moi je suis pas rassuré, ou je vais pas, et tu arrêtes le voyage. C'est possible. Mais n'empêche que ce voyage, il est guidé. Donc si tu es d'accord pour aller dans ce trou, ben, tu vas descendre dans ce trou. Tu verras que ça se passe bien. Et puis là, tu vas rencontrer d'autres éléments. Et effectivement, donc on est à la fois protégé. On est guidé, on est en sécurité, mais on est aussi quand même libre de faire ou de ne pas faire ce qui est proposé. D'accord. Et je voulais juste parler aussi qu'on parle aussi d'un petit point, parce qu'avant le voyage, on demande souvent, en tout cas tu demandes, qu'on choisisse un lieu où on pourrait se sentir en sécurité au cas où on ait peur ou qu'il nous arrive quoi que ce soit, enfin qu'il nous arrive qu'on prenne peur pendant le voyage, un endroit où on se sent en sécurité. Et ça fait partie de tout ça, non, cette notion d'être en sécurité pendant le voyage. Exactement. Là où on va rencontrer la grande tribu lumineuse, c'est un lieu que j'appelle un lieu sacré, hein, qui appartient à chacun. Et c'est là où on va s'installer et ensuite rassembler cette grande tribu lumineuse. Et une fois que tout le monde est rassemblé, on va leur présenter l'intention et partir. Voilà, donc ça fait partie effectivement de la sécurité et c'est un endroit où tu peux revenir, c'est un endroit que tu retrouves régulièrement dans tes voyages, souvent tu pars toujours du même endroit. Voilà, chacun aura sa perception, mais ça fait partie effectivement de la grande sécurité qui est possible pendant les voyages. Très bien, donc on peut voyager dans l'astral en toute sécurité. Avec le monde chamanique. Avec le monde chamanique. Avec le monde chamanique, oui Dalila. Et ce que je voudrais rajouter à ça, c'est que justement, Jung nous parle du kairos, le moment juste. Il y a toujours des moments où justement les choses sont comme alignées et c'est le bon moment pour. Voilà. Eh bien, justement, quand on fait un voyage astral, c'est rarement par hasard. Et le hasard, à mon avis, n'existe pas. Il nous est proposé. Et, comme l'a très bien dit Christophe, libre à nous d'aller lors de son voyage à tel endroit plutôt que... Voilà. Donc voilà, merci Christophe pour ces précisions sur la notion de sécurité lors du voyage chamanique. Et donc voyage chamanique, c'est qui m'emmène à poser la question suivante à Dalila, parce que une fois que le voyage il est fait, on a fait notre voyage chamanique, on revient de ce voyage chamanique avec des images plein la tête, auxquelles des fois on comprend que la moitié des choses. Et c'est là où toi, Dalila, tu interviens. C'est-à-dire, tu interviens pour faire en sorte que le mental ne filtre pas tout. C'est bien ça. Tout à fait. Et alors, quels sont les outils que tu as à ta disposition? Comment tu t'y prends pour transformer donc des images, on va dire, bizarres en un message clair? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, je dirais, c'est la façon dont l'univers nous communique des informations, notamment lors de ses voyages astraux. Il utilise toutes les possibilités poétiques, musicales, sensorielles, toute la gamme. Donc il est important de vraiment laisser la personne parler et de rentrer même, je dirais, dans son voyage au maximum. Il y a d'abord un premier temps d'écoute qui est vraiment important. Deuxièmement, ce langage de l'univers, il est non seulement symbolique, métaphorique, poétique, universel, mais tout à la fois et en même temps, il est unique, personnel et précisément il répond à
la problématique, l'intention, la dynamique qui a été proposée. Et donc, moi je fais en sorte d'interroger sur si tous les deux on voit un lapin, bien sûr que le lapin a une certaine symbolique. Ceci dit, ce n'est pas exactement la même pour toi que pour moi. Et la façon dont toi tu vis la symbolique lapin a un rapport avec l'intention qui a été dite et donc les images ou les informations qui ont été reçues lors de ce voyage. Donc je contemple les images, les sensations pour pouvoir justement faire que ce soit la personne qui découvre en elle-même le sens et la résolution qui est proposée par... D'accord, comme si d'un coup il y avait un voile qui se levait sur... On peut dire ça comme ça, oui, tout à fait. D'accord. Donc tu n'utilises pas d'outils comme le tarot ou les odeurs par exemple pour décoder l'info, ou ça arrive aussi, ça peut arriver? Alors, tous les moyens pour l'univers sont bons pour donner de l'information. Donc moi je fais avec ce qu'on me propose. Et donc si vraiment il y a... on va dire, ça ne parle pas assez à la personne, on peut éventuellement faire un tirage de tarot pour donner un éclairage supplémentaire. Mais vraiment, tout est information. Le jeu, si on peut appeler ça comme ça, c'est de découvrir comment, justement, on accède à cette information. Et si elle est proposée de cette façon-là, c'est intentionnel. Voilà. Parce que de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que l'intention de départ, c'est le moteur de tout ça. Donc, travailler aussi sur l'intention est quelque chose d'important qu'on va faire dans ce stage, parce que c'est la base. C'est la base de l'intention, donc. L'intention, voilà, l'intention pour laquelle on a fait ce voyage, ou autre chose. Enfin, pas ce voyage, mais l'intention qui nous amène à ce stage. Voilà. Et donc, j'utilise tout ce qui m'est proposé. Eh bien, merci Dali pour ces précisions sur ta façon de procéder. Donc, après, voilà, pour décoder l'info. Même si décoder, j'ai cru comprendre qu'il n'était pas pour toi le mot le plus approprié. C'est bien ça. Décoder, ça me semble non pas. Voilà. Très bien. Donc, pour décoder l'info. Christophe, dans ce stage, il y a un moment fort. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui nous intéresse particulièrement. C'est le moment du recouvrement d'âme. Alors, dit comme ça, on dirait un titre de film de science-fiction, mais c'est quelque chose de très sérieux. Et c'est pour cela que je voudrais, Christophe, que tu nous expliques un peu comment on peut perdre un morceau de qui on est. Alors, donc dans le stage, on va présenter effectivement plusieurs intentions, et parmi les intentions, il y en aura une qui sera justement de récupérer des morceaux d'âme perdus. Et pour répondre à ta question, nous sommes des âmes incarnées, et lorsque nous vivons des moments difficiles, eh bien, notre âme va sortir du corps pour survivre à l'instant, et des fois, il y a des morceaux qui ne reviennent pas. Voilà. Et ces morceaux, c'est des morceaux qui sont perdus, des morceaux qui ne sont plus à nous à ce moment-là. C'est des morceaux qu'on va aller retrouver, donc le chaman des fois va aller les retrouver lors d'un soin, nous-mêmes on va les retrouver aussi des fois dans des rêves ou dans des voyages comme ce sera proposé, et on va les retrouver là où a eu lieu l'action. On va les retrouver à côté de la voiture, on va les retrouver dans la salle de classe à 8 ans, on va les retrouver à 22 ans devant le bar, etc., etc. Donc c'est un mécanisme normal de survie, on va dire, pour survivre à l'instant et à l'événement difficile. Alors,
quand on parle d'âme, de recouvrement d'âme, en fait, de perdre un morceau de son âme. Un morceau de son âme, exactement. Ouais, tout à fait. On pourrait croire que voilà, c'est lié forcément à des choses très graves de la vie, je sais pas moi, un accident grave de la circulation. Et vous, dans vos écrits, dans vos textes, vous dites donc que ça peut provenir aussi de choses beaucoup plus simples, vicieuses, du quotidien, comme la pression familiale, l'école. Donc ça voudrait dire qu'on peut perdre sa joie sa joie et sa colère juste parce qu'on nous a un peu trop forcé à rentrer dans le moule, quoi. Et exactement. Les mécanismes de perte de morceaux d'âme, ils sont multiples. Hein, donc il y a effectivement ces événements fortuits, voilà, un incident, un accident. Pareil, il y a une graduation là-dedans. Hein, donc on peut très bien avoir une aura abîmée pour plein de raisons et qui fait que le simple fait qu'on vous regarde mal dans le bus, vous perdez un petit peu de votre énergie, vous perdez un peu de votre âme. Il peut y avoir des événements effectivement beaucoup plus sérieux, hein, comme tu dis, un accident, une agression. Mais il y a aussi des mécanismes où ce sont les égrégores qui sont en jeu et qui sont à la commande. Hein, et ces égrégores, voilà, ils vont être capables de te modeler, de faire que pour rester conforme, voilà, l'éducation, conforme à l'égrégore de ta famille, conforme à l'égrégore de ton village, de ta religion et autres, il y a des morceaux aussi de ton âme qui vont être capturés. Hein, donc c'est même pas vraiment perdu, eux, ils sont carrément capturés. Mais pareil, de nouveau, c'est de l'énergie que tu n'as plus, de l'énergie qui te manque. Et lors des recouvrements d'âme, on va ramener ces morceaux pour retrouver un peu de complétude. Voilà pour répondre à ta question. Et ça veut dire quoi en fait, tu nous parles d'énergie, on perd un peu d'énergie, tout ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait, qu'on faisait, qu'on ne ferait plus ou... Exact, ouais, tout à fait. Par exemple, voilà, imagine que tu es dans une famille où voilà, c'est interdit de faire de la musique, c'est interdit de faire du théâtre, tous ces trucs-là, bon voilà, c'est interdit. Et donc évidemment que ta partie à toi qui est joyeuse par rapport à ça, à un moment elle va s'éteindre, voire même le morceau d'âme qui correspond à ça va être capturé, et donc toi tu n'auras plus du tout aucune appétence à toutes ces choses-là. D'accord. Et voilà, donc pareil, une agression, il y a une partie de toi qui disparaît. Cette partie-là, ça peut être ta joie de vivre, ça peut être ton appétence à manger tel aliment, ça disparaît, voilà. Et du jour au lendemain, tu supportes plus les carottes alors que t'en mangeais jusqu'à hier soir, quoi. Voilà, donc ça peut prendre plein de formes différentes, mais c'est lié à cette morceau d'âme qui n'est plus chez toi, et donc il y a des capacités, il y a des formes d'intelligence, des formes de comportement qui sont associées à ce morceau d'âme, et lorsque ce morceau d'âme est coincé, et bien toi-même, c'est des capacités que tu n'as plus. Et lorsque ce morceau d'âme revient, c'est des capacités que tu retrouves. Et quand on perd un morceau d'âme, ça ressemble à quoi au quotidien? C'est quand ça vient d'arriver. Est-ce que c'est la sensation qu'ont beaucoup de gens d'être comme ça d'un coup à côté de leur pompe, ou simplement d'être épuisé, se sentir comme une poupée de chiffon complètement vidée? Alors, il y a, parmi les manifestations, il y a ça effectivement, tu perds une partie de ton énergie, donc par exemple une capacité, par exemple tu avais une mémoire très forte, tu n'as plus cette mémoire, tu rigolais beaucoup avec tes amis, et puis à l'âge de 7 ans, il se passe tel événement dans la famille et tu ne rigoles plus, c'est fini, tu ne rigoles plus, voilà. Donc voilà, alors peut-être que tu t'en rends pas compte, hein, mais en tout cas de l'extérieur on peut voir qu'il y a une différence chez la personne. Il peut y avoir effectivement des morceaux tellement importants que voilà, t'as même plus de substance pour rester vraiment présent avec les autres personnes, etc. Donc là, on parle de cas vraiment extrêmes. Mais tu peux aussi perdre des morceaux d'âme. Par exemple, quand c'est un égrégore qui va les récupérer, tu vas les perdre, mais on va mettre quelque chose à la place, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on met à la place, il peut te donner de la force. Donc tu peux très bien perdre des morceaux d'âme pour appartenir à un égrégore et obtenir de la puissance avec cet égrégore. Tu vois, donc quelqu'un peut perdre des morceaux d'âme et se retrouver peut-être valorisé dans un certain type de société. Donc tout ça est très, très variable. Tout ça est très variable, mais la personne elle-même sait que c'est pas elle, sait que c'est pas elle, sait qu'il manque quelque chose, sait que voilà, il y a une mémoire de quelque chose. Elle sait qu'elle n'est pas complète. Voilà, elle le sait. Et elle peut très bien se comporter bien, elle peut très bien avoir de la réussite, mais elle sait que c'est pas tout à fait elle qui est là. Et lors du recouvrement d'âme, on va aller récupérer sa vraie nature, et non pas celle qu'on lui a inculquée ou celle qu'on lui a enlevée. On va récupérer sa complétude.
D'accord. Et donc, la personne qui sait que c'est pas elle, donc elle a un peu inconsciemment, je sais pas, j'allais dire inconsciemment conscience, mais qu'il lui manque quelque chose, et elle le sent, et donc avec le voyage chamanique, c'est-à-dire quand elle va décider de faire un voyage chamanique, c'est quoi? C'est que c'est le bon moment, parce que tu parlais du bon moment tout à l'heure, Dalila, pour aller, le kairos, donc pour aller donc récupérer ces âmes-là. Et effectivement, il y a vraiment cette notion de kairos, de moment juste. Donc voilà, donc toi tu vis ta vie, tu bosses dans cette entreprise, tout va bien, tu gagnes de l'argent, tu es reconnu, etc., etc. Mais voilà, mais tu vois bien que c'est pas vraiment toi, tu vois bien que tu fais ça parce que voilà, c'est comme ça, mais tu vois bien que c'est pas vraiment toi. Et puis à un moment, l'univers te montre que des enfants de 8 ans. Et tu comprends que, bah oui, tu te rappelles qu'à 8 ans, il y a eu cette histoire, mais bon, tu te rappelles pas vraiment, mais tu te rappelles quand même qu'il y a eu une histoire, et à un moment, l'univers te dit, il va falloir aller bosser dans cette direction. Et quand tu comprends ça, quand tu commences à le sentir venir, quand tu vas rêver de tout ça, à un moment, tu vas partir en voyage en te disant, mais moi je viens pour récupérer ce qui s'est passé à 8 ans. Et comme c'est le bon moment, l'univers te l'a dit, tu vas pouvoir récupérer des morceaux d'âme. Et là, à ce moment-là, l'énergie que tu vas récupérer, elle va compléter ce que tu es, tu vas retrouver peut-être une joie de vivre, tu vas retrouver peut-être une intelligence, tu vas retrouver des caractéristiques qui font peut-être que cette entreprise, tu vas la quitter, tu vas dire, mais moi, j'ai rien à faire là-dedans. Alors que tant que cet morceau d'âme n'était pas là, cette entreprise ou cet égrégore te donnait de la puissance ou de la force ou te permettait de rester en vie, quoi. Mais là, quand l'enfant revient, il dit, non, mais c'est fini, qu'est-ce que je fais là, c'est n'importe quoi, et hop, tu vas faire autre chose. Mais c'est vraiment toi qui te commandes. Très bien. Non, parce que pendant que tu m'expliques tout ça, moi, je sais qu'à une époque, j'ai beaucoup dessiné, j'aimais beaucoup faire des dessins, je faisais des portraits, j'aimais beaucoup. Et à vrai dire, je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté de dessiner. Et c'est quelque chose qui m'est complètement... là, on en parle, on a eu l'occasion dans d'autres discussions d'en parler, et ça me revient encore là, en me disant, mais c'est vrai, qu'est-ce qui a pu se passer pour que j'arrête du jour au lendemain de dessiner comme ça, sans même m'en rendre compte. C'est ça qui est incroyable. Donc je viendrai te voir pour essayer de récupérer un morceau de quelque chose. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ce recouvrement d'âme, justement, c'est que on a ce sentiment que Jung appelle l'unus mundus, notre unicité. Unus mundus. Unus mundus, tout est un. Et nous sommes un, et ce un est unique, intime, personnel et complet. Et lors de ce recouvrement d'âme, on a ce sentiment d'unité. Voilà, je voulais juste rajouter. On parle donc de recouvrement d'âme depuis tout à l'heure, très bien. On part en voyage, on retrouve un fragment d'âme, on négocie, on récupère un fragment d'âme, on le ramène, mais ce n'est pas non plus un coup de baguette magique, non, parce que tout ne redevient pas rose instantanément, j'imagine, puisque ce fragment, Christophe, il revient bien, si j'ai bien écouté toutes les explications que tu as données, ce fragment d'âme revient avec son énergie, avec le parfum des souvenirs et aussi avec la douleur de l'époque. Donc, alors, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que déjà on part avec le monde chamanique, on est en sécurité, c'est un moment qui est juste pour nous. Donc si l'univers nous a pas préparé à ça, nous a pas invité à aller récupérer les enfants de 8 ans, on va pas avoir l'intention de récupérer cet enfant de 8 ans. Mais au moment où c'est possible, c'est que non seulement ça va se passer de façon extrêmement bien, extrêmement correcte, et parce que c'est le bon moment. Mais ça n'empêche qu'on reste acteur, et donc il va falloir peut-être aller chercher l'enfant, et il va falloir peut-être, comme tu dis, négocier, il va pas forcément revenir comme ça, des fois c'est un animal de pouvoir qui va le ramener, mais des fois il faut vraiment aller le chercher, des fois il faut accepter de faire partir des choses de nous pour
que l'enfant puisse revenir. Hein, alors je dis l'enfant, mais ça peut être un morceau d'âme adulte. Hein, mais en tout cas, il faut accepter de faire sortir quelque chose de nous pour que l'enfant revienne. Il va falloir ensuite accepter qu'on n'est plus la même personne. Hein, donc moi, si l'enfant qui revient, il a envie de dessiner et que bon, voilà, si j'achète pas de crayon, j'achète pas de papier, si je fais rien pour ça, je crée plus des problèmes qu'autre chose, quoi. Donc tout ça aussi, on est obligé de s'organiser autour de ça. Donc, alors, quand on en parle comme ça peut sembler un petit peu beaucoup. En vérité, c'est très très facile, parce qu'on est guidé, parce que les choses sont organisées pour que ça se passe très très bien. Mais ça reste quand même des étapes où on est acteur et qui demandent à chacun un investissement, tout à fait. Alors, de façon générale, vous insistez beaucoup tous les deux sur un aspect que vous trouvez très important. Vous insisterez dessus aussi au mois d'avril, à l'occasion de votre stage. Alors vous insistez sur le corps. Vous insistez sur le corps. Alors, vous faites beaucoup d'exercices corporels le matin. D'accord ? Pourquoi il est essentiel, selon vous, de bouger son corps pour faire du spirituel? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs éléments de nouveau dans cet aspect-là. Premièrement, le corps, c'est notre pilier avec lequel on reçoit les informations. Et donc, notre incarnation est essentielle. Et c'est en faisant, en expérimentant, qu'on améliore la qualité des informations que l'on reçoit. C'est un peu comme une antenne qu'on oriente dans la bonne direction. Mais pas que. C'est pas qu'une antenne réceptrice, c'est aussi une antenne qui reçoit de l'information et qui peut en émettre. Donc faire travailler son corps, c'est vraiment une dimension fondamentale parce que ça permet d'une part de préparer le terrain pour pouvoir recevoir les éventuels retours d'âme ou autres informations. Ça nettoie, ça prépare. Et puis, ça permet aussi de développer sa propre capacité à recevoir de l'information, donc à développer aussi son intuition. Et l'un des objectifs de ce stage, c'est de pouvoir accéder le plus facilement possible justement à notre fonction intuition, puisque c'est notre fonction intuition qui nous permet justement d'accéder à de l'information, sous quelque forme qu'elle soit, que ce soit clairvoyant, clairaudant, clairsentant ou autre d'ailleurs. Il peut y avoir d'autres manières encore de recevoir de l'information. Et donc ce travail corporel, il fait partie du travail, on va dire, nécessaire. Moi je dirais nécessaire parce que j'ai bien vu que dans ma pratique personnelle, c'est en expérimentant au travers de mon corps qu'on est extrêmement sensible, moi qui suis kinesthésique, à justement par où passe l'énergie et donc par où passe l'information. Parce que ces deux faits sont complètement liés. Énergie et information sont liés. Donc plus on sait ce qui se passe à l'intérieur de nous, le fameux « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers », il savait de quoi il causait. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Exactement. Christophe, tu peux rajouter quelque chose ? Tout à fait. Hein, moi, ce que j'ai pu découvrir justement par la pratique chamanique, c'est le fait que notre corps, c'est pas simplement un véhicule pour notre âme. Hein. Notre corps, c'est le lieu de l'incarnation, c'est le lieu où notre âme vient s'incarner sur Terre, avec les éléments, avec la terre-mère, avec le père-ciel, avec les éléments de la nature, les éléments de pouvoir, etc. Et qu'on vient faire une expérience d'incarnation. Donc ce corps, il est très important parce qu'il fait partie vraiment de l'incarnation. C'est un pilier, il fait circuler l'énergie entre la terre et le ciel, il nous relie à d'autres éléments. Vraiment, il est d'une importance capitale. Et en plus, ce qui vit dedans, c'est synchronistique. Donc quand quand tu récupères un morceau d'âme, ton corps va changer. Il y a les zones où ton âme n'était pas là, c'est des zones qui sont souvent abîmées, c'est des zones qui sont plus faibles. Et donc, ça se voit physiquement. Et le fait de travailler sur ton âme ou de travailler sur ton corps,
c'est deux facettes quelque part un peu de la même pièce. En tout cas, c'est la même chose. Et donc, ce travail est important. Et nous, hein, nous dans notre société, à cette époque de notre civilisation, on est quand même très coupé du corps, hein, de façon générale. Donc c'est intéressant lors des exercices de redécouvrir comment l'énergie circule, comment on l'aperçoit, comment on la sent, comment on est bloqué ou pas. Et ça amène quand même pas mal de découvertes intéressantes. Merci Christophe pour ces petites explications par rapport justement au chaman. Je veux me retourner vers Dalila. L'intuition, Dalila, on pense souvent que c'est dans la tête, mais toi tu as une façon de parler de l'intuition en utilisant le mot de l'antenne. Est-ce que ça veut dire que si mon corps n'est pas branché, est-ce que ça veut dire que je capte mal ou pire, je ne capte rien? Alors, capter rien, ça me semble pas possible. Ou alors, je ne capte rien ou pire, je capte mal. Alors ça, c'est plus probable. D'où l'importance de l'incarnation et du travail sur le corps qui permet justement d'ajuster toutes les sensations par lesquelles l'information peut accéder. Et justement, par rapport à ça, donc ça affine notre antenne, ça l'aiguise. Et comme cette antenne, elle passe par tous les moyens possibles et imaginables que nous avons pour pouvoir communiquer, à l'intérieur de ce stage, nous allons aussi faire des exercices pour savoir la façon privilégiée dont justement vous encodez l'information, vous accédez à l'information. Et donc, voilà, en plus de ce travail corporel, il va y avoir des exercices pratico-pratiques qui vont justement vous permettre de faire sentir comment est-ce que cette information elle arrive le plus facilement possible, comment votre antenne intérieure est le plus ouverte, on va dire. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et donc cette antenne, comme je le disais tout à l'heure, elle ne fait pas que recevoir des informations, elle en émet aussi. Et il est intéressant de reconnaître et de savoir justement le plus finement possible comment notre âme émet des informations aussi. Merci Dali. Je me retourne à nouveau vers Christophe parce que j'aimerais revenir un peu sur cette histoire finalement de recouvrement d'âme. Tu as une expression que tu utilises souvent, c'est il faut densifier le corps. Il faut densifier le corps. Parce que tu dis qu'en gros, quand on va récupérer un morceau d'âme perdu il y a 20 ans, il faut que le corps dans lequel il revient soit solide, c'est ça? Alors, je le répète, hein, tout ça est adapté, tout ça se fait parce que c'est le bon moment, hein, on parle vraiment du kéros. Donc quand les morceaux vont revenir, quand on est invité à aller les chercher et à les faire revenir, c'est qu'on est prêt à les recevoir. Cette notion de densification du corps, elle est vraiment liée au fait que nous sommes des âmes incarnées et que de la même façon que ça ne nous vient pas à l'idée de dire que cet arbre n'est pas incarné, ou que cet éléphant n'est pas incarné, que cet animal n'est pas incarné, ça ne nous vient pas à l'idée de dire ça, parce que eux, ils ont leur âme qui est très présente dans le corps. Nous, voilà, il peut y avoir une partie de notre âme, même si elle n'est pas coupée de notre âme, il peut y avoir une partie qui repart sur les plans divins, et qui fait qu'on est un peu plus éthéré sur Terre, on n'est pas très ancré, etc. Et donc l'idée de densification, c'est de refaire revenir à la fois des morceaux d'âme qui nous manquent, mais aussi notre âme des plans divins, de revenir dans l'incarnation, de densifier ce corps. Et ça se manifeste par, voilà, la personne devient plus présente, son corps est différent, en tout cas, il y a une présence dense qui apparaît. Et effectivement, quand on a cette présence dense, on va avoir une aura qui va aussi être beaucoup plus présente. Toutes les choses vont aller beaucoup mieux. Le simple fait d'être densifié, le fait d'être là, ça va déjà augmenter pas mal de choses positives pour nous. Mais voilà pour parler de... Donc ça veut dire qu'il peut y avoir même
au niveau physique une transformation, c'est ça? Exactement. Les transformations physiques sont... hein, quand on fait revenir les morceaux d'âme, voilà, la personne peut marcher différemment, la personne, il y en a qui vont changer, les yeux vont changer de couleur. Vraiment, il y a des choses qui sont vraiment impressionnantes. Hein, il y a des symptômes qui disparaissent. Donc voilà, des fois c'est évidemment beaucoup plus subtil, mais les transformations physiques sont réelles. Mais pas simplement par les morceaux d'âme. Le fait de faire circuler l'énergie dans les centres énergétiques, le fait de débloquer des centres énergétiques, ça va aussi modifier ta présence sur Terre, ta présence dans ton corps et bien sûr des fonctions biologiques. Ça va aussi ça va les rendre beaucoup plus vivantes. Ouais. Christophe, tu as parlé d'énergie, de faire circuler. Forcément, ça m'emmène moi à la question d'énergie. Et puis, j'en reviens donc à ce corps dont on parlait. Donc, ce déverrouillage du corps, finalement, c'est presque une sorte de mécanique des fluides. Il y a vraiment une notion de circulation d'énergie. On est au milieu de plein d'énergie qui circulent dans toutes les directions. Nous sommes un réceptacle, nous sommes un émetteur, et nous avons des fonctions en nous qui font que l'énergie peut circuler ou pas. Et donc on doit effectivement travailler sur leur rétablissement, sur leur circulation. On parlera pas aujourd'hui de la lignée des mamans, mais tu vois, là, on a des lignées qui rejoignent nos ancêtres. Et là aussi, il y a de l'énergie qui circule. On va récupérer de l'énergie quand on va se positionner dans l'univers. On va se connecter à des champs d'énergie. Donc vraiment, on pourrait parler de mécanique des fluides par rapport à ça. Tu as tout à fait raison. Moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que cette fluidité de l'énergie qui circule, ça aussi, ça ouvre des possibilités pour l'individu qui le vit, d'ouvrir le champ des possibilités et aussi, bien sûr, d'activer ou de réactiver de réactiver, si elle était éteinte, sa créativité et sa puissance aussi d'action. Donc finalement cette énergie qui circulerait comme ça, permettrait donc à l'esprit de travailler, de bosser à travers nous. Oui. Non, non, d'accord. Non, mais Si, je sais pas, c'est l'esprit puissant. Mais c'est clair que si la circulation d'énergie est facilitée et possible, eh ben voilà, les forces de vie peuvent travailler beaucoup plus facilement en nous. Hein, lorsqu'on va là, parmi les soins qu'on peut faire facilement hein, lors des voyages, il y a le fait, par exemple, de faire circuler l'énergie dans la personne. Et là, on voit les zones qui bloquent, on voit les endroits qui posent problème, etc. Donc quand ces endroits ne posent pas problème, l'énergie circule effectivement beaucoup mieux et donc les résultats sont... Voilà, tout de suite, il y a une activation qui se fait. Très bien, alors je vais revenir donc à ce stage, hein, du 20 au 23 avril 2026, au hameau de l'Étoile. Oui. Alors, dans l'Hérault. Ouais. Dans l'Hérault. La finalité de ce stage, c'est l'autonomie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après le stage, je rentre chez moi et je n'ai plus besoin de vous, je peux faire mes propres soins. Avec tous les outils que tu vas découvrir pendant le stage, que tu vas pouvoir expérimenter pendant le stage, tu seras en mesure de voyager dans l'astral de façon extrêmement sécurisée, de façon autonome. Et le fait de pouvoir voyager dans l'astral de façon autonome avec le monde chamanique, ça ouvre des portes complètement immenses. Et parmi ces portes, il y a le fait effectivement de pouvoir avoir des guidances, de pouvoir travailler sur des symptômes, de dire mais je viens pour cette douleur au genou, je viens pour ce qui s'est passé ce matin. Et tout de suite, le monde chamanique que tu connaîtras bien parce que tu l'auras bien expérimenté avec nous et que tu connaîtras bien parce que tu auras confiance en lui, tout de suite il va t'emmener faire X, Y, Z. Et voilà, et les choses vont changer pour toi. Tu vas avoir vraiment une autonomie par rapport à tout ça. En plus, pendant le stage, on fera des expérimentations où on va voyager aussi pour d'autres. Hein. Je sais que tu as une question aussi tout à l'heure là-dessus, mais bon, en tout cas, voilà pour une première réponse. D'accord. Voyager pour d'autres, c'est possible ça. Oui, exactement. Dans les intentions que tu peux poser, hein, tu dis, moi je viens pour ce qui s'est passé quand j'étais petit, je viens pour cette douleur, mais tu peux aussi dire, je viens pour mon ami. Qu'est-ce que je peux faire pour mon ami? Et là, tu vas
probablement avoir des informations pour ton ami, des informations que tu vas pouvoir lui communiquer, mais tu peux aussi peut-être agir. Et beaucoup de gens découvrent dans l'astral qu'ils sont en mesure d'agir et on te proposera, voilà. Et tout ça, chacun le découvre parce que c'est sa fonction du moment et c'est éminemment tout ça personnel, évidemment. Ah, c'est incroyable ça, c'est-à-dire que je peux, moi, faire un voyage pour quelqu'un, agir même si la personne n'a pas posé d'intention et n'est pas au courant que je le fais. Ou aussi, elle est au courant quand même que je... En tout cas, dans notre pratique et dans notre façon de travailler, les gens sont au courant qu'on travaille pour eux, effectivement. Oui, Ouais. voilà. Il y a un accord qui est donné, évidemment. Donc là, vu ce que tu viens de m'expliquer, par rapport au fait que je peux, moi, après le stage, faire des soins, mes propres soins, aller dans le monde astral et poser des intentions, aller dans le monde astral et agir, ça voudrait dire que je deviens, après ce stage, mon propre guérisseur. En tout cas, tu vas pouvoir présenter des intentions et laisser les forces de vie agir. Tu vas pouvoir t'abandonner aux forces de vie. Et les forces de vie, elles organisent déjà 1000 choses pour nous. Et parmi ces choses-là, il y a de la réparation, il y a le fait d'aller soigner l'enfant de telle époque, etc. Donc, mais tout ça peut être bloqué pour plein de raisons. Et lorsque toi, tu as un accès conscient à l'astral, et que tu as confiance dans le monde chamanique, tu vas être en mesure d'accepter ce mouvement. Et donc de le provoquer, de l'accepter, de l'aider, de l'accompagner. Donc oui, tu deviens un peu ton propre guérisseur, mais sachant que le vrai guérisseur, c'est quand même le monde chamanique, c'est pas nous directement. Mais nous, on va initier le mouvement. Ouais, on va initier le mouvement. Donc ce stage, la finalité de ce stage, c'est vraiment ça, c'est donner toutes les clés, tous les outils pour qu'on puisse nous intervenir directement. L'objectif du stage, c'est à la fois donc d'accéder au monde astral en sécurité grâce au monde chamanique, mais c'est aussi de découvrir comment on y accède, comment on peut développer ces différentes fonctions qui permettent d'y accéder. Et voilà, donc c'est à la fois d'y accéder en sécurité, mais aussi de comprendre comment on y accède et d'augmenter cette capacité d'accès. Et si vous deviez dire quelque chose, voilà, un mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, et si vous aviez chacun un mot à adresser donc aux personnes qui tomberaient sur cet entretien au sujet, donc voilà, un mot à adresser au sujet du stage. Alors moi je dirais, tenter le coup, ça vaut le coup. Oser le saut quantique, et surtout, si les paroles qui ont été échangées vous ont touché, vous ont ébranlé, vous ont fait quelque chose, c'est que vous avez à voir avec tout ça. Donc venez nous voir. Et Christophe ? Donc effectivement, hein, j'invite voilà, le maximum de personnes à venir découvrir comment on accède à l'astral, comment on est en sécurité avec le monde chamanique, à découvrir ce que notre âme sait faire. J'invite tout le monde à le faire. Alors, bien sûr, on est toujours pris dans le corps qui nous emmène, qui nous dit « tiens, mais il faut que j'y aille », ça nous prend aux tripes, etc. Et puis, bien sûr, ce blabla du mental qui dit « au boulot, c'est quoi ces conneries, mais c'est quoi ces gens, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, n'importe quoi ». Voilà. Et donc la vraie question derrière tout ça, c'est toujours à qui je fais confiance. Est-ce que je fais confiance à mon intuition? Est-ce que je fais confiance à mon corps? Est-ce que je fais confiance à mon âme? Ou est-ce que je fais confiance au blabla du mental, de l'ego, etc. Et donc, voilà, et vous connaissez bien sûr la réponse. Très bien. Donc, ce stage sera animé donc par Christophe et Dalila. C'est du 20 au 23 avril prochain, donc à 2006, à l'amour de l'étoile. Ça se trouve dans l'Hérault. Alors, si vous avez ressenti l'appel des tripes, ne vous posez pas de questions, n'écoutez pas, comme vient de dire Christophe, ce mental qui vous dira non, pas cette fois, pas maintenant. Voilà, n'hésitez pas, allez-y, allez à ce stage si vous avez senti l'appel des tripes et c'est que c'est le moment. Dalila, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Je voulais juste spécifier 2026. 2026, j'ai pas dit. Tu as dit 2006. 2006. Oh. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé en 2006. La numérologie de 2026. Eh oui, 2026, en plus, c'est très important, parce que 2026, en numérologie, c'est 10, 10, c'est 1, et 1, c'est l'unus mundus, le retour à l'unité. Alors, vous l'avez bien compris, du 20
au 23 avril 2026. Merci, Oh, bah, c'est Dalila, super. merci Christophe. Bravo. Ouais. Merci, Bon, bah, merci super. Ferdinand. Merci.